Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 4e épisode de la série du maître psychédélique. Aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire des psychédéliques. De 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, voilà qui promet d'être très intéressant. Alors, demeurez à l'écoute si ça vous intéresse. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Et dans cette nouvelle ère que j'entrevois, les psychédéliques seront de mieux en mieux compris et ils retrouveront leur place dans notre culture. Laissez-moi vous raconter la petite histoire des psychédéliques. Depuis des milliers d'années sur cette planète, l'humanité a eu une relation symbiotique avec les plantes. L'ethnomycologue Robert Gordon Wasson a suggéré que l'ingestion accidentelle d'une plante hallucinogène, probablement un champignon, a constitué la première expérience religieuse chez l'être humain. Cela a directement mené à la formation du concept de la divinité et du surnaturel. La relation qu'entretient l'humanité et les mythes les entourant est aussi ancienne qu'universelle. Ils furent décrits dans toutes les cultures indigènes comme des dieux, des protecteurs, des alliés, des guides et des professeurs. Dans un sens évolutionniste, les psychédéliques, incorporés à la diète humaine, ont manipulé notre ADN depuis des milliers d'années. Et ils sont responsables d'une contribution unique à notre héritage génétique. Dès 3500 ans avant Jésus-Christ, des fresques de chamans dansant en tenant des champignons en présence de bétail blanc furent peintes sur les surfaces rocheuses du plateau Tassili au sud de l'Algérie. Plusieurs historiens ont aussi trouvé des évidences de l'utilisation de l'ergot de seigle ou de champignons psilocybes dans les rituels éleusiniens et dionysiaques des anciens Grecs entre 1100 et 400 avant Jésus-Christ. Des pierres en forme de champignons datant de 300 à 500 avant Jésus-Christ furent découvertes au Guatemala. Des fresques contenant des dessins de champignons datant de 300 avant Jésus-Christ furent découvertes au Mexique, indiquant l'existence de cultes psychédéliques à cette époque. C'est Robert Gordon Wasson qui redécouvrit en 1927 l'utilisation rituelle des champignons magiques à Oaxaca en Amérique latine. En 1955, Wasson et Alan Richard furent les premiers Américains à assister à un rituel et à y manger des champignons. Les champignons furent pris sous la supervision de Maria Sabina, une guérisseuse mazatèque. Mais c'est la publication du livre de Wasson, Mushroom Russia and History, en 1957, qui suscita l'intérêt du public pour ce type de rituel. En 1938, le chimiste suisse Albert Hofmann synthétisa le LSD-25 et, en 1943, en découvrit les effets psychédéliques. Il le distribua ensuite rapidement à des psychologues et psychiatres afin qu'ils en examinent le potentiel pour la compréhension et le traitement des désordres mentaux. À partir des années 50, des écrivains et poètes tels Aldous Huxley, William Burroughs, Allen Ginsberg, Carlos Castanedas et d'autres personnalités comme le Dr Timothy Leary et le Dr Richard Alper firent pénétrer les psychédéliques dans les universités, puis dans la culture populaire. En 1966, le gouvernement des États-Unis, terrorisé par la puissante réaction déclenchée par les psychédéliques, rendit illégale la majorité d'entre eux. Il utilisa toutes les forces physiques, financières et politiques en son contrôle afin de répandre la peur et de discréditer les vertus des psychédéliques. Et ce, malgré le fait que les études démontrent la relative sécurité et le potentiel positif de leur utilisation. Cette répression entraîna l'apparition du LSD et de ses cousins sur le marché noir. Les années suivantes virent quant à elles naître un mouvement psychédélique d'un dynamisme libérateur.
En 1967, Zap Comics fit connaître Richard Crumb, Robert Williams et Rick Griffin. Plusieurs peintres furent aussi influencés par les visions provoquées par les psychédéliques. Robert Venosa, Wally Myers, Victor Vasarely et Pablo Amaringo. En 1968, une nouvelle génération s'éclate à Woodstock au son des Grateful Dead, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Santana et plusieurs autres. Les Beatles se mettent au LSD avec Yellow Submarine et les Doors ouvrent les portes de la perception. En contrepartie à ce renouveau artistique, pratiquement toutes les recherches scientifiques furent arrêtées. Le docteur John Lilly réorienta sa carrière pour approfondir ses recherches sur les dauphins et sur son invention, le caisson d'isolation. Le docteur Stanislav Grof, un des chercheurs les plus actifs dans l'étude du LSD, inventa la respiration holotropique, une technique permettant d'atteindre un état similaire à celui obtenu avec le LSD. Un des seuls à conserver son permis pour produire des psychédéliques fut le docteur Alexander Shulgin, chimiste génial à qui l'on doit la redécouverte du MDMA et la création de plus de 200 autres molécules psychédéliques. Il dut malgré tout garder clandestines les expérimentations de ses nouvelles inventions avec un groupe d'amis proches jusqu'au moment où, trop vieux pour ce type de recherche, il les mit par écrit avec sa femme Anne Shulgin dans leur célèbre livre Pikal et Tikal. Dans ces livres, on peut aussi trouver les recettes psychédéliques qu'il a inventées. Depuis le début des années 90, nous vivons une seconde vague de recherche psychédélique. Moins extravagants que les hippies des années 60, les principaux acteurs de ce renouveau sont plus soucieux de ne pas perdre leurs acquis. Leurs recherches et leurs propos se veulent donc plus pragmatiques et constructifs. Celui qui initia cette seconde vague est le docteur Rick Strassman, psychiatre de l'Université de Mexico qui a écrit le livre DMT, The Spirit Molecule. En 1990, il obtint les autorisations nécessaires pour étudier les effets du DMT sur l'être humain. Hefter Research Institute et Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies sont des organismes de recherche et d'éducation à but non lucratif. Ils assistent les scientifiques à concevoir, financer et obtenir les approbations pour faire des rapports sur les études des risques et bénéfices du MDMA, des substances psychédéliques, et de la marijuana. Mark Emery, activiste et président du British Columbia Marijuana Party, fait tout pour aider à la légalisation de la marijuana et des psychédéliques. En plus de travailler au niveau politique, son organisation met en ligne le site internet pot.tv avec des archives audio et vidéo accessibles gratuitement. Nouvelles, conférences, ateliers et événements spéciaux. On peut entre autres y visionner des conférences présentant les intervenants les plus importants dans le domaine des antéogènes. British Columbia Marijuana Party a aussi financé et aidé à la mise en fonction du Iboga Therapy House, qui utilise l'ibogaïne pour aider à guérir la dépendance à des substances comme l'héroïne, la méthadone, la cocaïne, le crack, l'alcool et les méthamphétamines. Voilà qui conclut cette petite histoire des psychédéliques. Ce n'est qu'un résumé, vous vous en doutez, nous pourrions passer plusieurs heures à donner des détails beaucoup plus précis et profonds, mais j'ai décidé de rester très succinct car la série ne fait que commencer et je vais vous transporter peu à peu dans des univers de plus en plus profonds à ce propos. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute du maître psychédélique. Mon nom est Nicolas Lehoux, c'était un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, donnez-moi un pouce ou partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de faire en sorte que les psychédéliques soient mieux compris et surtout mieux appréciés. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.
suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore bien